Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Abdelkrim, je suis responsable de l'équipe avant-vente et solution architecture en Europe du Sud et centrale chez Grafana. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la stack LGTM, donc Loki, Grafana, Tempo et Mimir. Je savais pas que j'allais venir dans un guet-apens. J'ai pas un blog qui compare tous les chiffres. On va y répondre, mais c'est pas grave. C'était pour la petite blague, mais c'est ça la magie aussi et l'intérêt de l'open source. Très bien. Donc, moi, j'ai quelques messages à passer aujourd'hui. Donc, 3 ou 4 qui sont les plus importants, surtout pour cette communauté. Donc, premièrement, c'est qu'on a une stack complète d'observabilité qui permet de gérer les logs, les traces et les métriques, donc à travers différents piliers qui vont avoir la même architecture. Donc, ce que vous allez apprendre et les outils que vous allez mettre en place pour gérer un pilier vous permettent de gérer les autres. Et en termes de langage de requêtage et tout ça, ça va être plus ou moins la même chose. Donc, c'est quelque chose qui va revenir. Donc, ça permet de simplifier l'ensemble de la stack. Vu les caractéristiques de l'architecture et comment on va collecter les données, on va aussi avoir une corrélation qui est beaucoup plus simple par rapport à ces trois piliers, donc qui nous permet de réduire le temps nécessaire pour débugger, pour trouver la root cause et espérer résoudre le problème. Donc cette plateforme, elle peut être une très bonne solution pour les gens qui démarrent de zéro, qui ont Datadog, qui veulent remplacer ou quelque chose comme ça, avec une solution basée sur l'open source. Mais c'est encore plus intéressant pour les gens qui utilisent soit Prometheus aujourd'hui, donc c'est une suite logique avec l'adoption de Loki et Tempo en plus pour les autres piliers, et les gens qui utilisent Kubernetes, parce que comme on le verra, c'est très simple à déployer sur Kubernetes, mais c'est aussi très bien intégré en termes du service discovery, en termes d'utilisation de labels pour le workflow de débugage. Et juste pour mettre les attentes en bon niveau, on va parler d'Astack globalement. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Chaque pilier nécessite un talk en soi. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de ce que Loki, Tempo, Mimir. Si vous avez des questions après, on pourra y répondre avec plaisir. Donc, Grafana est très bien connu pour la partie dashboarding. Hein, le meilleur outil de dashboarding aujourd'hui en open source et même en privé. Après, on travaille sur un écosystème complet pour avoir une plateforme d'observabilité qui nous permet à la fois de détecter et trouver les problèmes, mais aussi essayer de les prévenir en avance avec des outils open source comme K6 ou du Synthetic Monitoring. Donc, sur l'aspect Find, donc c'est ce qu'on va se focaliser aujourd'hui. Donc, c'est les backends qui vont nous permettre de stocker ces données, de pouvoir les corréler, les requêter, créer des dashboards, créer des alertes à partir de ça. Et enfin, donc, il y a des outils aussi qui ont été rajoutés pour tout ce qui est gestion du on-call, gestion du calendrier des personnes qui sont en permanence, les contacter par téléphone et ce genre de choses. Et donc, ça existe en binaire que vous pouvez installer vous-même en open source ou en offre SaaS managé par. Et donc, je vais revenir un peu en arrière dans le temps pour expliquer un peu comment ça a évolué, quelle a été la philosophie qui nous a mené à développer ces outils. Donc, si vous vous rappelez un peu au début, Grafana, donc il y avait l'outil de visualisation. Une entreprise a été créée à partir de ça. Peut-être même revenir un peu en avant. Comment Grafana a été créé? Donc, Torkel, notre cofondateur, a essayé de faire des choses sur Kibana. Donc, il a essayé de se connecter à des data sources. Il n'arrive pas à le faire. Il a contacté Elastic. Ils ont dit non, c'est quelque chose qu'on ne supportera jamais. Donc, il a forqué et il a créé son outil. Et ça a développé. Après, on a eu plein de data sources. Et en fait, ça, c'est l'ADN de l'entreprise. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on arrive à des limites d'outils open source, on va proposer quelque chose qu'on va utiliser pour nous en interne. Et dès que ça devient intéressant, on va le proposer à la communauté open source, mais aussi comme produit. C'est exactement ce qu'on a fait avec Loki. On a travaillé avec Elasticsearch. On s'est heurté à un certain nombre de problèmes. On a développé Loki. Pour Tempo, on a essayé Zepkin et Jaeger. C'était la même histoire. On a créé Tempo. On l'a utilisé pour nous parce qu'on a un fournisseur de services. Donc, on a besoin de monitorer tout ça. Et ensuite, on l'a rendu public. Donc, tout ça, on est le premier client de ce qu'on fait. Et donc, en termes de métriques, au début, on est parti sur Graphite. Voilà, on a fait un pari. On pensait que ça allait être l'avenir. Donc, vous pouvez voir quelques blogs où on a essayé de relancer la communauté, mais quelque chose d'intéressant s'est passé. En fait, en étant l'éditeur de Grafana, on reçoit des stats de chaque instance Grafana open source qui est déployée,
qui nous donne un certain nombre d'informations, toujours anonymisées. Par exemple, le nombre d'instances, quelle version de Grafana, quels sont les plugins qui sont activés, quelles sont les data sources. Et ça nous a permis de voir, même avant la communauté Prometheus, que Prometheus allait prendre beaucoup d'ampleur. Et donc, ça, c'est un screenshot d'un talk où la communauté Prometheus attendait les ingénieurs de Grafana pour venir chaque année faire des mises à jour et raconter l'histoire, comment Prometheus est en train de prendre. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose à faire et ça devient un standard, il faut qu'on regarde nos choix et qu'on adapte. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec Cortex, qui a donné après naissance à Mimir. Donc, voilà, le constat, c'était en 2016-2017. Prometheus est devenu le standard de monitoring, surtout pour tout ce qui est Kubernetes. C'est très bien, ça vient avec une architecture très simple qui apporte des avantages, mais également des limites. Dans le talk précédent, ils ont été cités, donc scalabilité, sécurité multi-tenancy, stockage long terme, ce genre de choses. Et donc, on a essayé de développer une solution pour ça. Suite à cela, donc, tout ce qui est microservices, donc le mouvement a éclaté pour de bonnes raisons, des fois pour de mauvaises dans d'autres boîtes. Et ça a augmenté la complexité. Le distributed tracing est devenu quelque chose de très important pour pouvoir débugger dans un environnement aussi complexe. Et donc, là, on avait un problème, on s'est rendu avec 3 problèmes. Et donc, on a commencé à tester les solutions, comme je disais, pour nous. Donc, par exemple, notre solution de métrique, c'était un système distribué en soi, déployé sur Kubernetes, en microservices, avec des interactions. Donc, quand vous avez un client qui vous appelle et vous dit « mon instance, ou en tout cas mon tenant, il n'est pas performant comme je le veux », on a besoin de débugger, de comprendre qu'est-ce qui se passe sur le write path, le read path, et pouvoir instrumenter tout ça et pouvoir répondre à ces problématiques. Donc, on a utilisé Jaeger, donc, qui était avec un backend Cassandra, donc ça coûtait super cher. Et on se dit, ça sera un problème, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. L'impact de ça, c'était qu'on était obligé de downsampler énormément. Donc, on gardait de mémoire 5% des transactions qui passent en écriture, en lecture, alors qu'on voulait garder 100% de ça. Donc, l'idée, c'était comment prendre l'architecture de Prometheus et de Cortex et l'élargir pour avoir une solution qui fonctionne pour les logs et pour les traces, qui soit avec un coût abordable à large échelle et qui nous permet de garder toutes les données dont on a besoin. On n'a pas envie de compromettre ou prendre une partie des données. Et donc, bien sûr, ça fonctionne dans un environnement cloud natif avec Kubernetes, avec le cloud, parce que c'est comme ça qu'on exécute toutes les plateformes bancaires. Et donc, tout ça a donné naissance à la stack LGTM pour Loki, Grafana, Tempo, Mimir. Donc, l'ordre, c'était juste pour un mot anglais qui veut dire looks good to me. C'est tout. Donc, c'est un jeu de mots. Demain, si on aura un nouveau pilier dans la plateforme, je ne sais pas comment on va faire pour qu'on trouve un nouveau nom. Mais bon, ce n'est pas un problème aujourd'hui. Donc, les principes de base qu'on a gardés en tête pour construire ces plateformes sont les suivants. Premièrement, même s'il y avait une discussion sur le coût après, nous, on cherche des solutions vraiment scalables. Donc, si vous voulez réduire votre coût de 10K ou 20K parce que c'est votre problème, nous, on n'était pas vraiment sur ces sujets-là. On a vraiment une plateforme qui nous permet de gérer aujourd'hui plusieurs milliers de clients qui sont sur notre SaaS. Donc, c'est un autre niveau de scalabilité, c'est un autre niveau de performance. Et donc, on utilise le cloud d'une manière globale et donc on cherche des caractéristiques. Le fait de découpler entre le compute et le stockage, ça simplifie tout ce qui est disaster recovery, tout ce qui est backup des données, ce qui n'est pas le cas quand vous avez un stockage local et ce genre de choses. Donc, prenons toutes ces considérations globalement et on essaie d'avoir quelque chose qui nous permet de stocker toutes les données sans exploser la facture comme un Splunk ou un Elasticsearch, ce genre de choses. Que l'architecture soit cloud native, c'est vraiment la target principale de nos activités, même si les solutions fonctionnent aussi sur des choses traditionnelles, avec des VM, avec du MySQL, du Postgre, ce genre de choses. On arrive à récupérer les logs, les métriques. Est-ce qu'il y a un sens à faire du tracing? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on pourra faire dans des systèmes un peu plus complexes. Tout ce qu'on fait est en open source et bien sûr, on aura derrière des fonctionnalités enterprise. Avoir quelque chose qui est simple à maintenir et à scaler, en se basant aussi sur Kubernetes. Ça nous permet aussi souvent de séparer entre le chemin d'écriture et de lecture. On verra ça dans l'architecture.
Du coup, pour des clients qui voudraient ou des entreprises qui voudraient, par exemple, stocker beaucoup de données mais qui ne vont pas faire beaucoup de requêtes ou vice-versa, on a cette flexibilité de dire bah, j'augmente le nombre d'instances de services de lecture par rapport à l'écriture. Et donc, ça me permet de maintenir la plateforme et la scaler selon mes besoins. Et le dernier point qui est super important, c'est avoir une corrélation native entre métrique, log et trace, donc pour pouvoir trouver les problèmes beaucoup plus rapidement quand on est en production. Et c'est là où je vais passer un peu de temps aujourd'hui dans la présentation. Je vais faire une petite démo pour vous montrer les différents chemins entre métrique, log et trace. Donc, la plateforme, je vais parler un peu des différentes briques. Mimir, donc c'était on a eu des informations juste avant. Donc, c'est une solution de stockage large échelle et hautement disponible pour des métriques. L'objectif, c'est que on prend les métriques de Prometheus et on le stocke pour 1 an, pour plusieurs mois. Et on a une solution scalable avec gestion de la sécurité du multi-tenancy. Loki, c'est prendre la même architecture, mais cette fois pour les logs. Donc, l'idée, c'est au lieu de indexer toute la donnée, comme le ferait n'importe quelle solution de gestion de log qui se base sur un moteur d'indexation, on va avoir une approche beaucoup plus intelligente. On n'essaye pas d'avoir une solution qui fonctionne pour tous les cas d'usage, mais vraiment focaliser sur la gestion des logs. C'est-à-dire, on va indexer seulement les données qu'un SRI ou qu'un développeur va utiliser au début du workflow de debugging pour réduire l'ensemble des possibles. Et les dernières étapes dont on a besoin pour trouver la log qui nous intéresse, on va utiliser plutôt la puissance du cluster pour pouvoir la trouver. Donc, on arrive à trouver toutes les informations, mais avec un coût beaucoup moins qu'un Elastic, par exemple, parce que l'index est beaucoup plus petit et donc même en termes de gestion et d'opération. Et enfin, pour Tempo, encore une fois, on garde les mêmes principes d'architecture, les mêmes objectifs, mais cette fois pour stocker des traces distribuées. Donc, l'idée, ce n'était pas de recréer la roue et d'avoir tout un système d'instrumentation. On supporte OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin, et on va juste s'occuper d'avoir un backend qui est scalable, qui nous permet de stocker encore une fois 100% des traces sans downtime. Et donc, l'idée de base, c'était au début, on va rien indexer. Le seul moyen de trouver ces traces, c'est à travers un lookup d'un ID, parce que on part avec l'hypothèse de la trace, je vais pouvoir y accéder à travers les métriques ou à travers les logs. Donc, on a tout un workflow qui nous mène vers ça. D'accord. On a commencé avec ça comme, je dirais, un MVP++ pour pouvoir avoir quelque chose qui répond aux besoins, et ça marche. Et donc, ça a pris le nombre d'installations de Tempo à grossir. On commence à avoir de plus en plus de demandes pour avoir différentes manières d'accéder aux traces. Aujourd'hui, vous avez des gens, des SRI qui voient le process, en tout cas le workflow, d'une manière inverse. Ils disent, moi, je vais commencer le débugage toujours à travers les traces. Je ne vais pas chercher les logs, je ne vais pas regarder les métriques, je vais chercher toutes les traces qui ont une transaction supérieure à 20 millisecondes et qui a une erreur, par exemple. Et donc, on commence à essayer d'aborder ce type de cas d'usage. Et du coup, on a rajouté tout ce qui est search dans une première version. Au début, on indexait seulement les données chaudes qui sont là depuis 15 minutes, qui restent toujours dans les ingesteurs. Après, on a généralisé ça pour aussi chercher sur les données qui sont sur l'object storage. Et donc là, aujourd'hui, on travaille sur le langage de requêtage qui s'appellera TraceQL, sur les mêmes principes, pour pouvoir apporter des cas d'usage beaucoup plus intéressants et se rapprocher de ce qu'on fait traditionnellement dans tout ce qui est APM, par exemple. Des questions jusque-là? Très bien. Donc, je vais vous parler rapidement de 2 slides sur chacun. Donc là, c'est Mimir. En fait, l'histoire, c'est qu'on a commencé avec Cortex. On a créé un ensemble de fonctionnalités qui nous permettent de scaler plus, notamment tout ce qui est l'agrégation des données qui sont sur l'object storage, du query sharding. Et on était incapable, à cause de la licence, de pouvoir les rendre open source, par peur d'Amazon, encore une fois. Et du coup, on a créé Mimir et on a pris ces fonctionnalités-là, on les a rendues open source. Donc, vous pouvez le voir comme une évolution. Mais ce qu'on a fait aussi, on a beaucoup simplifié la manière avec laquelle on déploie et on configure Mimir. Donc, c'est beaucoup plus simple. Le nombre d'options de paramètres que vous pouvez tuner
est encore réduit. Et on a fait beaucoup de travail sur tout ce qui est Helm chart et moyens de déploiement. Et donc aujourd'hui, on a des solutions qui permettent de scaler jusqu'à 1 milliard de séries. On a aussi des clients comme Roblox qui fonctionnent à cette échelle-là, par exemple. L'idée est assez simple, comme il y avait la question de Thanos tout à l'heure. L'idée, c'est qu'on a soit des choses qui existent, un cluster Kubernetes, par exemple, qui utilise Prometheus pour stockage, qu'on va réduire la rétention à quelques heures, quelques jours, et on va pousser tout en remote write vers le cluster Mimir, qui sera lui distribué. Et on a l'option, soit on le remplace avec Grafana Agent, soit pour des déploiements nouveaux, on peut partir sur du Grafana Agent directement. Donc, c'est vraiment un stockage externalisé par rapport aux différents clusters que vous pouvez avoir. Et pour l'utilisateur, en tout cas pour Grafana, c'est une data source Prometheus normale, 100% compatible PromQL. Donc, tous les dashboards que vous avez qui fonctionnaient sur Prometheus vont aussi fonctionner sur un backend Mimir. PromQL, Loki, c'est une solution, comme je disais tout à l'heure, de gestion de logs. D'accord? Donc, on va prendre les logs, on va les stocker, on va vous permettre de les rechercher. L'idée, c'est que on va indexer seulement les labels. Donc, pour les gens qui sont habitués à faire du PromQL, vous allez retrouver exactement les mêmes labels, d'accord, comme on a sur Prometheus. En faisant du service discovery, on arrive à avoir les mêmes informations. Donc, ça facilite aussi le passage de l'un à l'autre. Et ensuite, on a tout un langage qui ressemble beaucoup à PromQL. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser des opérations d'agrégation ou de trend ou ce genre de choses, vous allez retrouver la même chose. Donc là, ce que je fais, donc je prends tous les logs de mon Nginx. Je vais faire un full text search sur le mot Mozilla. Donc, je garde juste les logs qui contiennent le mot Mozilla parce que c'est un Nginx. Donc, j'essaie de trouver un problème en particulier. Les logs sont en JSON. Donc, il n'y a pas de schéma à l'écriture. Donc, ça simplifie l'ingestion et la gestion d'une manière générale. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire pour réindexer les logs si on veut changer ou quelque chose. Ensuite, à la lecture, je peux dire à Loki de désérialiser ça. Et donc, dès qu'on utilise donc pipe JSON, je vais avoir accès à tous les champs qui n'étaient pas indexés, qui sont dans des labels. Et du coup, je peux faire tout avec. Je peux faire des agrégations, je peux faire des counts, je peux faire des calculs, des filtres. Et donc, par exemple, ici, je ne veux regarder que les logs qui ont comme pays les US et un request time supérieur à 0. Donc, j'ai la puissance de tout le langage, même si je ne suis pas obligé de tout indexer. Une fois j'ai les logs, je serais peut-être intéressé par extraire des métriques, soit en mode ad hoc pour pouvoir les visualiser. Donc, je peux rajouter des opérateurs pour dire la requête de tout à l'heure, je vais la mettre en count over time et je vais faire un sum pour voir un peu l'évolution du nombre de ce cas de figure. J'ai des navigateurs qui rament un peu à charger ma page. Et je peux également dire, cette requête-là, je vais la créer en recording rules. Et donc, elle sera exécutée chaque 10-30 secondes. Et le résultat, je vais le stocker sur un backend Prometheus avec du remote write. Et du coup, derrière, si c'est une requête que je fais souvent, c'est une requête coûteuse, je vais pouvoir la faire directement sur mon backend de métrique et elle est générée. Ensuite, le troisième pilier, Tempo. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a commencé à faire de la recherche. Donc, tout ce qui est champ, metadata qui est attribué et associé aux traces, on va pouvoir les chercher directement. Donc là, par exemple, je vais chercher toutes les traces sur le endpoint account qui ont un code d'erreur 2. Et du coup, je vais avoir les listés, je vais pouvoir rentrer à l'intérieur directement, voir les différentes transactions et les étapes par lesquelles la transaction est passée. Et du coup, on pourra également voir, par exemple, les logs pour un span en particulier. Et donc, ici, comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas de downsampling, c'est possible. Si vous dites que c'est trop coûteux, on n'a pas besoin, on peut faire, il y a plusieurs stratégies de downsampling. On peut garder juste X% des traces. On peut garder seulement les traces qui ont des caractéristiques particulières, par exemple, qui ont des erreurs ou qui sont passées par un service et qui ont passé plus de temps qu'on a défini dans nos SLO, ce genre de choses. Quelque chose de très intéressant aussi, c'est la capacité de Tempo de générer des métriques à travers les traces. Donc ça, c'est pour les gens qui vont faire de l'instrumentation en télémétrie, par exemple. Ils ne sont pas obligés aussi de
d'utiliser Prometheus et les métriques Prometheus pour savoir comment l'application elle se comporte. On peut récupérer les traces et quand ils passent, on va faire un count ou des sommes sur les traces eux-mêmes, extraire des métriques et les stocker. Donc, on va retrouver par exemple tout ce qui est RED, donc Rate, Error et Duration, comme signaux qu'on va stocker dans le backend de métriques. Et vous pouvez voir ici, trace span metrics, donc c'est le mot-clé un peu que vous allez retrouver dans ces métriques générées automatiquement pour vous. Et donc, ça vous permet de faire un peu un APM-like pour pouvoir observer vos applications. OK. Donc là, on a vu un peu d'un haut niveau comment ces briques en tant que technologie individuelle fonctionnent, quelles sont les caractéristiques et les objectifs. Là, on va voir un peu l'architecture. Et donc ça, c'est l'architecture globale et elle est la même pour les trois. Donc on va retrouver un chemin d'écriture où l'agent va pousser les données. Donc on a un service qui fait la distribution pour être sûr qu'on a la bonne charge distribuée sur le cluster. On a un service qui s'occupe d'écrire les données sur l'object storage. C'est la seule, la seule contrainte, ou en tout cas le requirement en anglais. Je parle tellement en anglais, c'est dur qu'on perd les mots. Requirements pour faire fonctionner ces technologies. Donc c'est un object store. Donc ça peut être un S3, Google Cloud Storage, ou quelque chose que vous avez en-prem. Ça fonctionne. Ça permet aussi d'avoir l'isolation entre le compute et le stockage, comme on l'a dit. Et derrière, les données aussi sont gardées sur des caches. Donc, si on a des requêtes qui arrivent de ce côté-là, donc on a un front-end qui permet de faire du load balancing. Et puis les queries, donc soit ces données qui sont assez récentes, on va pouvoir parler avec des ingesteurs directement, on va les retrouver. Donc, on parlait tout à l'heure de la recherche sur les données chaudes, c'est ce qu'on fait. Soit on a besoin de les récupérer depuis l'object storage. Donc, ça nous permet aussi d'avoir des temps d'exécution super intéressants, même sur des requêtes ponctuelles sur plusieurs mois ou plusieurs jours, plusieurs semaines. Comme les données sont stockées très rapidement sur l'object storage pour ne pas les perdre, ils ne sont pas optimisés bien sûr. Donc, on a un service en veille qui va de temps à autre se déclencher pour récupérer ces fichiers, les agréger pour avoir quelque chose qui coûte moins cher et qui est plus performant après pour le requêtage. Donc, le compactor sur lequel on a fait pas mal de travail pour que ça soit bien distribué. Donc, ça, c'est, je dirais, le facteur commun entre les trois architectures. C'est la même chose. Et donc, quand vous passez du temps à déployer un Loki, par exemple, les compétences que vous avez pour le faire, vous pouvez les réutiliser pour faire du Mimir ou du Template. Ensuite, on va avoir un certain nombre de services qui peuvent être spécifiques à chaque pilier. Donc, par exemple, si on prend Mimir et Loki, on a la capacité de faire de l'alerting, comme de l'alert manager. Donc, on a un rouleur et on a un alert manager qui peut être déployé en automatiquement disponible. Et donc, ça vous permet de faire les alertes et puis faire des return rules et les stocks. Si on regarde Tempo, par exemple, on va avoir un autre composant qui est le metric generator. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des span métriques. C'est ce service-là qui va en gros regarder les traces qui passent, extraire les informations, générer les métriques et puis venir les stocker avec un remote write vers le backend de métriques. En termes de format d'ingestion, donc on a des agents un peu officiels de chaque projet, d'accord? Donc, pour Mimir, donc ça peut être le Prometheus standard qui va faire du remote write, ou on a le Grafana agent qui nous permet de récupérer les trois types de signaux. Donc, en gros, le Grafana agent, je vais en parler après, vous pouvez le voir comme un ensemble de Prometheus léger, Promtail et OpenTelemetry. Ensuite, pour les métriques, on a également la capacité d'ingérer différents types de formats. Donc, il y a un proxy qui s'occupe de récupérer ces métriques et de les stocker sur Mimir directement. Donc, celui-là, c'est un travail en cours. En gros, aujourd'hui, le collecteur OpenTelemetry peut faire de la conversion de métriques. Donc, il va écrire en remote write, donc on peut l'utiliser. Et on travaille sur l'acceptation de formats directement OpenTelemetry avec l'aspect Datadog, pareil, ça passe par un proxy et Graphite et Influsible. Pour le requêtage, on peut requêter ces données-là, par exemple Datadog, par rapport à ta question tout à l'heure, Smaïn. On peut requêter Datadog avec PromQL, c'est pas vraiment bien parce que c'est pas le même monde. Ça va être des noms de métriques inconnus. Donc, ce qu'on a, on a un plugin Datadog dans Grafana
qui nous permet de les voir exactement de la même manière. Et du coup, si tu as des dashboards Datadog, tu peux les importer et ça va fonctionner. Il n'y a pas à réécrire toutes les requêtes. Donc, c'est une différence importante. Pour les logs, donc le projet Loki vient avec un agent qui s'appelle Promptate, d'accord, qui est aussi intégré dans le Grafana agent. Après, aujourd'hui, la plupart des solutions de gestion de logs vont avoir un output de type Loki, comme Logstash, Fluentbit ou Vector. Donc, si vous avez investi du temps et d'automatisation pour déployer des chaînes de récupération des logs, en général, vous pouvez les réutiliser. Peut-être qu'il va y avoir des changements de configuration parce qu'on, par exemple, par défaut, Elastic Logstash voudrait indexer tout. Dans Loki, au contraire, on essaie d'indexer le minimum. Donc, il y a des adaptations peut-être à faire, mais en tout cas, la chaîne, elle reste viable. Et enfin, pour Tempo, comme je disais tout à l'heure, par défaut, on accepte de l'OpenTelemetry, mais on peut également ingérer Zeppelin et Jaeger. Donc, vous voyez le Grafana agent qui est commun aux trois. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir un seul agent qui vous permet de récupérer l'ensemble des informations, d'avoir des outils qui vous facilitent le déploiement dans un environnement Kubernetes. Donc, on a un opérateur qui est associé, qui vous permet de gérer le cycle de vie. Et derrière, ça peut être déployé en cluster pour que ça scale. C'est intégré au service Discovery pour récupérer les métriques. Et on a également la capacité d'embarquer des exporteurs à l'intérieur de l'agent. C'est ce qu'on appelle des intégrations. Par exemple, vous avez une base de données MySQL que vous voulez monitorer. Au lieu de déployer un exporteur MySQL plus un Prometheus qui va scraper, qui va pousser, on déploie juste l'agent qui va avoir l'exporteur embarqué et ça sera juste un seul process qui fait le. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Ouais. Juste voir. Nickel. Donc, l'agent, comme je dis tout à l'heure, il peut parler avec l'API de Kubernetes pour récupérer les métadatas, notamment les namespaces, les instances, ce genre de choses. Et c'est là où la puissance de la plateforme, elle apparaît. Donc, supposons que vous recevez un SMS ou un appel de votre outil en call, d'accord? Il y a un problème, il y a un breach de SLO, vous voulez essayer de comprendre ce qui se passe. Vous allez avoir un lien de dashboard, c'est là où l'histoire va commencer. Vous allez regarder, en général, on commence avec les métriques, même si je disais tout à l'heure, il y a des gens qui commencent à changer un peu de philosophie. Donc, vous avez un problème bien défini sur un service, et donc, il va y avoir un process de passage entre métriques, log et trace pour comprendre ce qui se passe. D'accord. Donc, en général, on a une première idée de ce qui se passe, mais pas l'ensemble des informations. Donc, on va aller en mode explore sur Grafana. Le dashboard nous permet de commencer un point bien particulier, par exemple sur le service et cette région, mais on ne sait pas encore quelle instance. Donc, on va faire un peu de slice and dice. On trouve l'instance qui a un problème. Et derrière, donc tout ça se fait à travers les labels et j'aimerais voir les logs de cette instance. C'est là où je vais rajouter les logs sur mon panel Explore. Je vous montrerai ça après dans la démo. Et ce qui est intéressant après, vu qu'on a les mêmes métadatas, les mêmes concepts, le même langage de requêtage, on va retrouver exactement les logs de ce service, cette région et cette instance à l'instant où on regarde les métriques. Du coup, ça me réduit un peu le travail intellectuel que je dois faire et je trouve directement les logs. Les logs, souvent, vous donnent une information de ce qui se passe, mais pas dans quel service particulier. Souvent, il y a des cascades de problèmes entre service à autre. Donc, c'est là où c'est intéressant après de repasser vers les traces pour voir l'exécution distribuée, là où on perd le temps, où il y a des erreurs. Et peut-être pour un service en particulier, de la trace, je vais revenir vers les logs, ainsi de suite. Et donc, il y a tout un mécanisme de passage d'un côté à l'autre qui est intéressant et qui est facilité à travers l'architecture. Bien sûr, l'architecture qui est là, aussi l'ensemble et la philosophie des outils. Donc, pour faire simple, vous pouvez passer des métriques vers les traces à travers ce qu'on appelle des exemplaires. Donc, les exemplaires, c'est vous avez l'évolution de vos métriques et on va prendre quelques transactions comme des exemples et on va les afficher sur le graphe. Et du coup, si vous avez par exemple une métrique d'usage CPU ici, vous allez trouver une trace là. Donc, c'est clairement un outlier. Visuellement, vous allez le voir rapidement. Vous pouvez aller dans la trace et regarder ce qui se passe. Donc, c'est un premier moyen de rentrer dans le process de débugage. Après, il y a l'autre chemin, ce qu'on disait tout à l'heure. Depuis les traces, je vais générer les métriques, je vais les stocker. Donc, ça me permet d'avoir une instrumentation un peu gratuite
Et du coup, je vais avoir plein d'informations nécessaires, utiles que je n'ai pas à générer directement. De l'autre côté, depuis les métriques, je peux aller vers les logs à travers les labels, comme on l'a montré tout à l'heure. Et puis, on va pouvoir revenir des logs vers les métriques, pareil, avec les extractions des métriques. Et enfin, entre les traces et les logs, on va retrouver les mêmes principes. Donc, dans les logs, si vous avez un trace ID, Grafana va générer un lien à travers de ça et vous pouvez aller directement depuis votre log vers la trace ou vice-versa. Quand vous regardez une trace, vous pouvez demander à voir directement les logs de cette trace. Maintenant, si vous voulez utiliser ça, il y a plusieurs manières de le faire. Déjà, en termes de déploiement, il y a un déploiement microservice où chaque composant que je vous ai montré dans l'architecture peut être déployé d'une manière unitaire, scalé différemment, d'accord? Donc, c'est très intéressant pour tout ce qui est déploiement sur Kubernetes si on veut vraiment quelque chose de scalable. Et enfin, on a un mode d'exécution monolithique où tous les services sont agrégés dans un seul process. Et puis, je déploie sur une VM ou sur une machine physique. Et dans ce cas-là, si je scale quelque chose, je scale l'ensemble des services. C'est moins granulaire, mais c'est plus simple à opérer. Sur certains briques, on a aussi un mode de déploiement un peu simplifié, c'est entre les deux. Donc, on peut avoir un nœud de type écriture, un nœud de type lecture. Et du coup, c'est juste deux composantes. Ça permet de les dissocier, mais ça reste simple par rapport à une architecture microservice. Après, en termes de déploiement, donc si vous êtes sur Kubernetes, on a des Helm charts. Nous, chez Grafana, on utilise JSONet comme moyen de déploiement. Donc, c'est le choix qui a été fait et c'est ce qu'on utilise, d'accord. Avant, à cause de ça, on n'avait pas beaucoup d'expérience sur Helm chart, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup plus ces derniers moments. Et on a une équipe qui s'occupe de faire évoluer les Helm charts qu'on a récupérés un peu de la communauté et les faire évoluer. Il y a les binaries qui sont disponibles également sur GitHub, vous pouvez déployer. Et comme je disais tout à l'heure, il y a une offre SaaS pour les gens qui veulent juste utiliser et non pas déployer ces plateformes et se focaliser sur leur métier. Ils ont l'offre SaaS, donc vous avez juste des endpoints pour pousser les données. Vous avez un Grafana manager, vous requêtez et vous avez un code. Et donc, si vous voulez tester, il y a un free tier qui démarre avec 10 000 métriques, 50 gigas de log par mois et 50 gigas de traces. Très bien. Je vais vous montrer ça un peu rapidement sur une démo. Donc, l'objectif ici, c'est pas de voir l'ensemble des fonctionnalités de la stack, mais vraiment se focaliser sur ces chemins-là de corrélation, de passage d'un pilier à l'autre. Donc là, on a un dashboard qui monitore une application. Donc, on récupère les éléments RAID, donc le rate, quelle fréquence mes endpoints sont utilisés, le nombre d'erreurs par namespace, par endpoint, et puis on a tout ce qui est les durées d'exécution. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, tout ça, c'est, si je passe en mode Explore, donc vous allez voir, c'est des métriques qui sont récupérées des traces. Donc, ce n'est pas des métriques Prometheus en soi. On n'a rien fait sur l'application. Et tout ça est disponible avec l'auto-instrumentation de OpenTelemetry. Supposons maintenant, je regarde qu'il y a un certain nombre de services qui galèrent un peu, notamment le service login. Donc, je vais cliquer dessus. Ce qui va se passer ici, c'est que mon dashboard va me rediriger vers la recherche sur les traces avec des informations qui étaient pré-peuplées pour moi. Donc, c'est le service que je regardais, login, et j'ai un status code en particulier que je veux voir. Donc, tout ça, c'est toutes les traces qui correspondent à cette recherche. Je peux également dire, par exemple, je ne veux que les traces qui ont plus de 100 millisecondes ou ce genre de choses. Donc, c'est une contrainte que je vais rajouter dans ma recherche et ils vont apparaître ici. Donc, une fois j'ai les traces, je peux commencer à regarder. Donc là, je vais fermer pour que ça soit plus clair ici. Donc, je vais regarder un peu toutes les étapes par lesquelles la transaction est passée. Et donc, vous avez un point d'exclamation ici qui vous montre un peu les erreurs. Donc là, c'est une application assez simple en Node.js. On peut voir un peu les informations ici.
Donc, l'application, on utilise Express. Et donc là, ce qui se passe, c'est que on a une API qui reçoit des données en JSON. Elle va les parser, elle va les récupérer avec le request handler. Et ensuite, on va essayer de faire une insertion dans la base de données. Et donc, c'est là où il y a une erreur. Donc, on peut le voir ici. J'ai quelle instance de Postgre qui a provoqué cette erreur. Donc, il y a effectivement une erreur. Voici la requête qui a été exécutée et on essaye de faire une insertion avec sur une colonne qui n'accepte pas les nuls. Et donc, là, j'arrive à un peu voir un peu les différentes traces. Si je veux voir les logs qui correspondent à cette trace en particulier, donc là, je vais cliquer sur les logs et vous pouvez voir que les attributs ont été positionnés automatiquement. Donc ça, c'est des attributs qu'on retrouvait dans la trace qu'on va mettre comme des labels pour les logs. Donc ça, c'est un premier type de corrélation. Ensuite, on a ce graphe. Vous pouvez voir les losanges ici, c'est les exemplaires dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, cette trace m'intéresse, je vois qu'elle a une latence importante. Hop. Donc, je vais aller voir dans la trace directement et je vais pouvoir analyser. Si je suis développeur, je suis censé comprendre quelles sont les différentes étapes par lesquelles la transaction est passée. Sinon, vous avez un problème plus important. Ensuite, ce que je peux faire, c'est je veux comprendre d'une manière générale, par exemple, le comportement. J'ai de la latence qui explose de temps à autre. Donc, ce que je vais faire ici, peut-être je vais désactiver les exemplaires. Et donc, il y a des services qui ne sont pas super importants, par exemple Fast Cache ou Health. Donc, je vais regarder le service, disons, carte, parce que c'est là où il y a l'argent qui rentre. Donc, je vais faire endpoint carte. Donc là, j'ai mes métriques. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'en passant sur les logs, tous les labels que j'avais positionnés ici vont se retrouver côté log. D'accord. Et donc, je veux synchroniser les temps d'exécution aussi. Et donc, si je regarde ici de manière particulière, les logs vont être adaptés et je peux aller voir directement les erreurs qui ont été causées. Et encore une fois, je peux aller vers les traces et j'ai ma boucle des 3 piles. Voilà, donc il y a plusieurs manières de passer d'un élément à l'autre qui vous permettent de trouver rapidement la source des problèmes. Donc là, c'est un peu ce qu'on a vu dans la démo rapidement. Donc pour finir, je reprends les messages du départ. Donc LGTM, c'est une stack complète pour les 3 piliers. Donc on a une corrélation native entre les 3 piliers qui vous permettent de passer rapidement. C'est une très bonne option pour faire de l'observabilité d'une manière générale, mais surtout pour les gens qui sont dans Kubernetes ou qui utilisent Prometheus. Grafana Cloud, c'est l'option la plus facile si vous voulez démarrer sans avoir à gérer l'infrastructure d'observabilité. Puis j'ai rajouté une petite phrase. Si vous voulez gagner 20K, vous avez d'autres options. Si vous voulez une vraie plateforme complète, vous avez LGTM. Voilà. Et pour finir, si vous voulez rentrer plus dans le détail d'un de ces piliers, le 21, on a une journée organisée à Paris. Vous êtes tous les bienvenus. Vous avez lien pour s'inscrire. On parlera principalement de Mimir et de Loki. Et Loki, par exemple, on aura Cyril, qui est le développeur de Loki, un ancien d'Ubisoft aussi, qui sera avec nous, qui pourra répondre à vos questions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Très brièvement, de Grafana. Donc, depuis l'année dernière, on essaye de s'élargir un peu à gauche et à droite, et donc notamment à droite avec tout ce qui est gestion d'incidents. Donc, il y a 2 outils qui vont être fusionnés à un moment. On essaie de se retrouver un peu dans un monde qui est nouveau pour nous. Donc, tu as OnCall qui permet de faire du routage principalement. Donc, à chaque fois qu'il y a une alerte qui est en permanence, comment je vais le contacter par téléphone, SMS, Slack, et jusqu'à ce qu'il dise « OK, je prends en charge ça ». Ensuite, tu as Incident
qui lui, c'est tous les best practices du SRI, donc avoir un commandeur pour l'incident, documenter tout ça, trouver des dashboards qui te permettent de répondre de comprendre ce qui se passe et documenter ça, créer un Zoom meeting ou un Google Hangout meeting avec un document. Et donc, c'est les deux outils qui vont fonctionner côte à côte pour permettre de gérer l'ensemble du cycle de vie de l'incident. Donc, ils sont disponibles sur Grafana Cloud, ils sont GA tous les deux. Ils sont aussi inclus dans le free tier, c'est quelque chose que vous pourrez utiliser. Et pour OnCall, on a une version open source. Donc, c'est un rachat de boîte. On a intégré dans la plateforme et on a open sourcé le code. Incident, ça vient de venir GA il y a une semaine, il me semble. Et il y a des discussions pour le rendre open source aussi. Il n'y a pas de décision encore. Mais voilà. On a déjà des références à l'installer. En fait, j'ai eu le bon écho de la boîte, un mixeur, je pense, qui a été racheté pour faire une code. Un mixeur, ouais. Un mixeur. J'ai eu de très bons échos sur ça. Et après, j'ai appris que ça a été. C'est ça, c'est un mixeur intégré dans le format. Aujourd'hui, c'est une app Grafana et toute l'expérience, elle est intégrée à Grafana. Et Incident, c'est quelque chose qu'on a développé de zéro en interne. C'est pour répondre encore une fois à des problèmes que nous, on a pour les gens qui sont en permanence. Et on l'a utilisé chez nous depuis 5-6 mois pour avoir les feedbacks améliorés. Et on a senti que c'était à un niveau qui pouvait être industrialisé et proposé. Oui. Moi, j'ai une question sur le Grafana Agent. On parlait des sujets, des petits sujets, mais je me posais la question, tu as parlé justement de l'ingestion centralisée pour tout ce qui est autour de Cube, autour des VM. Est-ce qu'il y a aussi des connecteurs pour tout ce qui est justement récupération de FAS ou de choses comme ça? Migration à AWS pour récupérer CloudWatch? Pour CloudWatch, ce qu'on fait en général, c'est que Grafana peut se connecter directement à ces data sources. Donc, on peut les avoir dans les dashboards. Et sur Grafana Cloud, on a ce qu'on appelle un Managed Exporter qui va récupérer les données de CloudWatch et va les stocker directement sur le endpoint métrique pour qu'on puisse requêter directement et pas avoir l'écho à chaque fois qu'on requête. D'accord, donc pas de connecteur entre guillemets pour Loki, pour Mimir et pour Tempo du passé. Pas sur l'ensemble des stacks. Non. Okay. Sur les lambda, pour Loki, pour Promptial, il y a une solution. Donc, il y a un SDK que vous pouvez rajouter, que ça peut être utilisé. Et pour les métriques, ce n'est pas une solution très clean, mais il y en a qui utilisent la Gateway pour pousser les métriques et puis les scraper, les récupérer. Donc, voilà, Gateway, ce n'est pas top. Juste pour une dernière question, pris par le temps. Oui. Ouais. Concernant la génération des exemplaires, il y a un paramétrage à faire en amont ou c'est automagique? Enfin, comment ça marche? Oui, il y a un formalisme quand vous générez les métriques. Il y a un formalisme qui est utilisé. Je peux vous envoyer la doc sur ça. Après, côté back-end, quand c'est déployé, il y a une option pour les activer. Ils ne sont pas activés par défaut parce que ça utilise aussi la mémoire. Et ensuite, en termes de configuration, si on regarde alors, dans Tempo, dans la data source, Il y aura deux questions après aussi sur le Teams, je vais en prendre une. D'accord, ça marche. Voilà. Dans l'exemplaire, dans la configuration de la data source, donc il y a des configurations aussi à rajouter pour que lorsqu'on a un exemplaire et on clique dessus, vers quel tempo data source on les redirige. Donc c'est à 3 niveaux différents. Je vais en choisir une. Du coup, je la lis. La licence AGPL sur les produits Grafana nous empêche de les utiliser sur AWS. AWS propose Grafana pour la visualisation en manager, mais pas Tempo, Loki ou Mimir. Est-ce que tu as des infos sur Tempo, Loki et Mimir sur AWS? Alors, la licence AGPL ne vous empêche pas d'utiliser ces technos sur Amazon. Vous pouvez les utiliser. Il n'y a aucun problème. En
On a un partenariat avec Amazon pour avoir une version managée de Grafana en travaillant avec eux, qui est gérée par eux directement, qui est disponible sur Amazon. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Après, on n'a pas de partenariat avec eux sur les 3 piliers. Donc, c'est quelque chose qui est juste sur Grafana Cloud. Grafana Cloud, il tourne par défaut sur Google Cloud. C'est notre plateforme par défaut. Mais on peut également déployer sur Azure et sur Amazon. Par contre, sur Amazon, quand vous déployez une stack Grafana, je vous montre juste rapidement à quoi ça ressemble. En gros, c'est une full stack. Je fais add stack, CNCF. Vous choisissez sur quel déploiement vous voulez le faire. Par exemple, GCP en Belgique. Vous faites add stack. Et donc, tout ça est déployé pour vous. Vous allez avoir un tenant et dans quelques secondes, vous allez avoir une instance Grafana, Loki, Tempo et tout ça. Donc, si vous faites ça avec Amazon, de par le contrat qu'on a avec eux, on n'a pas le droit de déployer du Grafana sur du Amazon. Donc, on est loqué un peu. Donc, vous allez avoir un peu en 2 parties la visualisation sur Grafana chez eux et puis les 3 piliers chez nous.